Quatrième partie. L'hiver était venu, un hiver humide et pourri, presque sans neige, une nuit perpétuelle, sombre et brumeuse, sans le moindre coup de vent frais de toute une semaine. Le gaz brûlait presque toute la journée dans les rues, et malgré cela les gens se heurtaient nez à nez dans le brouillard. Tous les bruits, le son des cloches, les grelots des chevaux de fiacre, les voix humaines, le choc des fers sur les pavés, résonnaient sourdement comme ensevelis dans l'air épais. Les semaines se suivaient, et le temps restait le même. Et je continuais à loger là-bas, dans le quartier de Waterland. J'étais attachée de plus en plus solidement à cette auberge, cet hôtel garni pour voyageurs où j'avais eu la permission de demeurer malgré mon dénuement. Mon argent était épuisé depuis longtemps, et je continuais néanmoins à aller et venir dans cet endroit, comme si j'en avais le droit, et comme si j'étais de la maison. La patronne ne m'avait encore rien dit, mais cela me tourmentait tout de même de ne pouvoir la payer. 3 semaines passèrent de la sorte. Depuis plusieurs jours déjà, j'avais repris mon travail, mais je ne réussissais plus à rien écrire qui me contentât. Je n'avais plus trace de veine, malgré mon application et mes tentatives de tout instant. J'avais beau m'attaquer à n'importe quel sujet, rien n'y faisait. La chance s'était envolée. C'était dans une chambre du premier étage, la meilleure chambre de voyageurs, que je me livrais à ces tentatives. J'y étais restée, sans être inquiétée, depuis le premier soir où j'avais de l'argent et pouvais payer ma note. J'avais aussi tout le temps l'espoir d'arriver à mettre sur pied un article sur un sujet ou l'autre, pour payer ma chambre et mes autres dettes. C'est pourquoi je travaillais avec tant d'application. En particulier, j'avais un morceau en train dont j'attendais beaucoup. C'était une allégorie, un incendie dans une librairie, une pensée profonde que je voulais mettre tout mon soin à élaborer pour la porter en acompte au commandeur. Il allait bien voir, le commandeur, que cette fois il était venu en aide à un vrai talent. Je n'avais aucun doute qu'il le verrait. Il s'agissait seulement d'attendre que l'esprit me visitât. Et pourquoi l'esprit ne me visiterait-il pas, et même au tout premier jour? Rien ne me barrait plus la route. Mon hôtesse me donnait à manger tous les jours, quelques tartines le matin et le soir, et ma nervosité avait presque disparu. Je ne m'enveloppais plus les mains de chiffon pour écrire, et je pouvais regarder dans la rue, de mes fenêtres au premier étage, sans avoir le vertige. Je me sentais beaucoup mieux, sous tous les rapports, et je commençais même à m'étonner de ne pas avoir encore terminé mon allégorie. Je ne comprenais pas d'où cela pouvait provenir. Je devais finir un jour par soupçonner à quel état de faiblesse j'en étais arrivé, et à quel point mon cerveau hébété était incapable de tout travail. Ce jour-là, mon hôtesse monta chez moi avec une facture qu'elle me pria de vérifier. Il devait y avoir une erreur dans les calculs, dit-elle. Cela ne concordait pas avec son livre, mais elle n'avait pas pu trouver l'erreur. Je me mis à compter. Mon hôtesse était assise en face de moi et me regardait. Je comptais ces 20 articles. D'abord une fois de haut en bas, et je trouvais le total exact, puis une fois de bas en haut, et j'arrivais encore au même résultat. Je regardais la femme. Elle était assise en plein devant moi et attendait ma sentence. Je remarquai aussitôt qu'elle était enceinte. Cela n'échappa point à mon attention, et pourtant je ne l'avais pas scrutée d'un œil inquisiteur. « Le total est exact, dis-je. »« Mais maintenant regardez chaque chiffre, répondit-elle. Cela ne peut pas faire autant, je suis sûre. » Et je me mis à vérifier chaque article. 2 pains à 25, un verre de lampe 18, savon 20, beurre 32. Il n'y avait pas besoin d'une tête bien intelligente pour parcourir ces colonnes de chiffres, cette petite facture d'épicier qui ne renfermait aucune difficulté, et je fis d'honnêtes efforts pour trouver l'erreur dont parlait la femme, mais je ne la trouvai pas. Après avoir tourné et retourné ces chiffres quelques minutes, je sentis, hélas, que tout cela se mettait à danser la sarabande dans ma tête. Je ne faisais plus de différence entre le doigt et l'avoir, je mélangeais tout ensemble. Enfin, je m'arrêtai brusquement à l'article suivant, 3,5, 16, marques de fromage à 16. Mon cerveau eut un raté, littéralement, et je fixais des yeux stupides sur le fromage sans pouvoir en sortir.
Maudite façon d'écrire aussi, et tarabiscoté, dis-je, désespéré. Il y a là, Dieu me pardonne, simplement 5/16 de fromage. A-t-on jamais vu une chose pareille? Tenez, voyez vous-même. Oui, répondit la patronne, ils ont l'habitude d'écrire comme cela. C'est du fromage de Hollande épicé. Si, c'est correct. 5/16, ça fait donc 5 onces. Oui, je comprends bien, interrompis-je, et en réalité je n'y comprenais plus rien du tout. De nouveau, j'essayais de mener à bien ce petit calcul qu'il y a quelques mois j'aurais fait en 1 minute. Je suais sang et eau, en réfléchissant de toutes mes forces à ces chiffres énigmatiques, et je clignais méditativement des yeux, comme si j'étudiais cette affaire avec la plus grande attention. Mais je dus y renoncer. Ces 5 onces de fromage avaient eu complètement raison de moi, c'était comme si quelque chose avait craqué dans mon front. Pour donner néanmoins l'impression que je continuais à travailler à mes calculs, je remuais les lèvres et de temps à autre, j'énonçais un nombre à haute voix, tout en faisant glisser mes yeux de plus en plus bas sur la note, comme si j'avançais continuellement dans mon travail et m'approchais de la solution. La patronne, assise, attendait. Enfin je dis « Voilà, je l'ai parcouru de bout en bout, et il n'y a vraiment pas d'erreur, autant que je puisse voir. » Pas d'erreur. Ainsi, pas d'erreur. Mais je vis bien qu'elle ne me croyait pas. Et tout à coup, elle parut mettre une petite nuance de mépris pour moi dans sa parole, un petit ton indifférent que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Elle dit que peut-être je n'étais pas habituée à compter en 16e. Elle dit aussi qu'il lui faudrait s'adresser à quelqu'un qui s'y entendait pour faire vérifier convenablement la facture. Tout cela fut dit, non pas d'une manière blessante pour me faire honte, mais d'un ton sérieux et préoccupé. Arrivée à la porte et sur le point de sortir, elle dit sans me regarder « Excusez-moi de vous avoir dérangé ». Elle sortit. Peu après, la porte se rouvrit et mon hôtesse rentra. Elle ne pouvait guère avoir été plus loin que jusqu'au couloir, avant de revenir. « C'est vrai, dit-elle, il ne faut pas le prendre en mauvaise part, mais ne me devez-vous pas un petit quelque chose? N'est-ce pas hier 3 semaines que vous êtes venu? Oui, j'avais idée que c'était ça. Ça n'est déjà pas si commode de se tirer d'affaire avec une si grande famille, pour que je puisse encore garder quelqu'un ici à crédit, malheureusement. » Je l'arrêtai. « Je travaille à un article dont je vous ai déjà parlé, dis-je. Et dès qu'il sera fini, vous aurez votre argent. Vous pouvez être tout à fait tranquille. »« Oui, mais vous n'en finissez jamais avec votre article. » »« Croyez-vous cela? Il est possible que l'esprit me visite demain, peut-être même dès cette nuit. Il n'est pas du tout impossible qu'il me visite tout à coup cette nuit, et alors mon article est fini en 1/4 d'heure au plus. Voyez-vous, il n'en est pas de mon travail comme de celui des autres gens. Je ne peux pas m'installer et produire une certaine quantité par jour. Je n'ai qu'à attendre le moment, et il n'est personne qui puisse dire le jour et l'heure où l'esprit viendra sur vous. Il faut que cela suive son cours. » Mon hôtesse se retira, mais sa confiance en moi était très certainement ébranlée. Dès que je fus seule, je me levai d'un bond et m'arrachai les cheveux de désespoir. Non, il n'y aurait malgré tout aucun salut pour moi, aucun salut. Mon cerveau avait fait banqueroute. Étais-je donc devenu complètement idiot, puisque j'étais incapable de calculer la valeur d'un petit morceau de fromage épicé? D'autre part, était-il possible que j'aie perdu l'esprit, quand je pouvais me poser à moi-même de telles questions? Au surplus, n'avais-je pas, au milieu de mes efforts de calcul, fait la lumineuse observation que mon hôtesse était enceinte? Je n'avais aucune raison de le savoir. Personne ne me l'avait raconté. Cela ne m'était pas non plus venu à l'esprit spontanément. Je l'avais vu de mes yeux, et j'avais compris aussitôt. Et par-dessus le marché, dans un moment de désespoir, alors que j'étais plongé dans un calcul de 16e. Comment m'expliquer cela? J'allais à la fenêtre et regardais dehors. Ma fenêtre donnait sur la rue des Voituriers. Quelques enfants y jouaient sur le pavé, des enfants pauvrement vêtus, au milieu de cette pauvre rue. Ils se jetaient de l'un à l'autre une bouteille vide et criaient à tue-tête. Une voiture de déménagement passa près d'eux en roulant lentement. Ce devait être une famille expulsée qui changeait de logis, en dehors de l'époque du terme. Ce fut ce que je pensais tout aussitôt. Sur la voiture, il y avait de la literie et des meubles, des lits vermoulus et des commodes, des chaises peintes en rouge, avec 3 pieds, des paillassons, de la ferraille, de la batterie de cuisine. Une petite fille,
presque une enfant, une gamine très laide, avec un nez enrhumé, était juchée tout en haut de la charge et se cramponnait de ses pauvres mains bleuies pour ne pas dégringoler. Elle était assise sur un tas d'affreux matelas humides où des enfants avaient couché et regardait en bas les petits qui se lançaient la bouteille vide. Je regardais tout cela et je n'avais aucune peine à comprendre tout ce qui se passait. Tandis que j'étais à la fenêtre à faire ces observations, j'entendais aussi la bonne de mon hôtesse chanter dans la cuisine, tout à côté de ma chambre. Je connaissais l'air qu'elle chantait, et je prêtais l'oreille pour savoir si elle chantait faux. Et je me dis à moi-même qu'un idiot n'aurait pu faire tout cela. Dieu merci, j'étais aussi raisonnable que quiconque. Soudain je vis 2 des enfants, en bas dans la rue, s'emporter et se chamailler, 2 garçons. Je connaissais l'un d'eux, le fils de mon hôtesse. J'ouvre la fenêtre pour entendre ce qu'ils disent, et tout à coup une troupe d'enfants se rassemble sous ma fenêtre et regardent en l'air avec des yeux pleins de désir. Qu'attendaient-ils? Qu'on jetât quelque chose? Des fleurs fanées, des os, des bouts de cigares, une chose ou une autre bonne à grignoter ou dont ils puissent faire un jouet? Ils regardaient vers ma fenêtre, leurs visages bleuis de froid, les yeux infiniment grands. Cependant les 2 ennemis continuent à s'injurier. Des mots pareils à de gros monstres visqueux grouillent sur ces bouches d'enfants, d'effroyables sobriquets, des mots de filles, des jurons de matelots que peut-être ils avaient appris là-bas, sur les quais. Et ils sont tous 2 si absorbés qu'ils ne remarquent pas mon hôtesse qui court vers eux pour savoir ce qui se passe. « Oui, explique son fils, il m'a pris à la gorge, je n'ai pas pu respirer pendant un long moment. » Et, se tournant vers le petit scélérat qui ricane méchamment, il devient complètement furieux et crie « Va-t'en au diable, espèce de veau chaldéen que tu es, un pouilleux pareil qui prend les gens à la gorge. Nom de Dieu, je vais... » Et la mère, cette femme enceinte qui domine de son ventre toute l'étroite rue, répond à ce gamin de 10 ans en le prenant par le bras pour l'emmener. « Chut, ferme ton bec, je crois que tu jures aussi. Tu es aussi mal embouché que si tu avais vécu au bordel pendant des années. En voilà assez, tu vas rentrer. »« Non, je ne rentrerai pas. »« Si tu rentreras. »« Non, je ne rentrerai pas. » Je suis là-haut à la fenêtre et je vois que la colère de la mère va croissant. Cette scène horrible me surexcite violemment. Je n'y résiste plus. Je crie aux gamins de monter chez moi un instant. Je crie 2 fois, rien que pour les déranger, pour mettre fin à cette scène. La seconde fois, je crie très fort, et la mère se retourne, stupéfaite, et lève les yeux vers moi. Et instantanément, elle reprend contenance, me regarde effrontément, d'un regard parfaitement arrogant, et elle se retire, avec une observation pleine de reproches à son fils. Elle parle haut pour que je puisse l'entendre, et lui dit « Fi, tu devrais avoir honte de laisser voir au monde comme tu es méchant. » De tout ce que j'observais ainsi, je ne perdis rien, pas même un petit détail accessoire. Mon attention était vigilante à l'extrême. Je humais délicatement chaque petite chose, et je me faisais des idées de ces choses au fur et à mesure qu'elles se passaient. Ainsi, il était impossible que ma raison fût dérangée. Du reste, comment pourrait-elle être dérangée maintenant? « Écoute, sais-tu, dis-je tout à coup, voilà assez longtemps que tu t'occupes de ta raison et que tu te fais des soucis à son sujet. Maintenant que c'en soit fini de ces billevesées. Est-ce un signe de folie de remarquer et de saisir toute chose aussi exactement que tu le fais? Tu me ferais presque rire de toi, je t'assure. Cela ne manque pas d'humour, que je sache. En un mot, cela arrive à tout le monde de rester sec, par hasard, et cela précisément devant les questions les plus simples. Cela ne veut rien dire, c'est pur hasard. Je le répète, il s'en faut d'un cheveu que je ne me mette à rire de toi. En ce qui concerne cette facture d'épicier, ces 5 misérables 16e de fromage de pauvre, dirais-je volontiers, un fromage avec du girofle et du poivre dedans. En ce qui concerne ce ridicule fromage, cela aurait pu arriver au meilleur calculateur de s'abêtir dessus. Rien que l'odeur de ce fromage aurait pu achever son homme. Et je fis des gorges chaudes de tout le fromage épicé. Non, mettez-moi devant quelque chose de mangeable, dis-je. Mettez-moi devant 5/16 de bon beurre de laiterie. Ça, c'est une autre affaire. Je ris nerveusement de mes propres drôleries, et je les trouvais prodigieusement amusantes. Je n'avais vraiment rien de dérangé, j'étais parfaitement sain d'esprit. Ma gaieté croissait, à mesure que je marchais par la chambre, en conversant avec moi-même.
Je riais tout haut et me sentais terriblement joyeux. Aussi, c'était vraiment comme si je n'avais besoin que de ce petit moment de gaieté, de cet instant de véritable et clair ravissement, sans souci d'aucun côté, pour mettre ma tête en état de travailler. Je m'assis à ma table et me mis en devoir de m'occuper de mon allégorie. Et cela marchait très bien, beaucoup mieux que depuis longtemps. Cela n'allait pas vite, mais il me semblait que le peu que je faisais était de première qualité. Je travaillais aussi toute une heure sans être fatiguée. J'en étais arrivée juste à un point très important dans cette allégorie, un incendie dans une librairie. Ce point m'apparaissait d'une telle importance que tout ce que j'avais écrit de reste ne comptait pour rien en regard. Je voulais précisément façonner, avec une réelle profondeur, cette pensée que ce n'étaient pas des livres qui brûlaient, c'étaient des cerveaux d'hommes, et je voulais faire une vraie nuit de la Saint-Barthélemy de ces cerveaux en flammes. Soudain, ma porte fut ouverte en grande hâte, et mon hôtesse entra en coup de vent. Elle entra jusqu'au milieu de la chambre, sans même s'arrêter sur le seuil. Je poussai un cri rauque. Ce fut vraiment comme si j'avais reçu un coup. « Quoi ?» dit-elle. « J'avais cru que vous disiez quelque chose. Il nous est arrivé un voyageur et il nous faut cette chambre pour lui. Vous coucherez en bas chez nous cette nuit. Oh, vous aurez votre lit à vous, là aussi. » Et, avant d'avoir ma réponse, elle se mit à réunir mes papiers sur la table, y jetant le désordre. Ma joyeuse humeur était emportée d'un coup de vent. J'étais furieux et désespéré, et je me levai aussitôt. Je laissai la femme débarrasser la table, sans rien dire, je ne prononçai pas un mot, et elle me mit tous mes papiers dans la main. Je n'avais pas d'autre parti à prendre, il me fallait quitter la chambre. Ce précieux instant aussi était gâché. Je rencontrai le nouvel arrivant déjà dans l'escalier, un jeune homme avec de grandes encres bleues dessinées sur le dos des mains. Derrière lui suivait un débardeur avec un coffre de marin sur l'épaule. L'étranger devait être un marin, donc un simple voyageur de hasard pour la nuit. Il n'occuperait sans doute pas longtemps ma chambre. Peut-être aussi aurais-je la chance demain, une fois l'homme parti, de retrouver un de mes moments. Il ne me manquait plus que 5 minutes d'inspiration et mon œuvre sur l'incendie était terminée. Ainsi, il fallait me résigner à mon sort. Je n'avais pas encore pénétré dans l'appartement de la famille, la pièce unique où tous se tenaient jour et nuit, l'homme, la femme, le père de la femme et 4 enfants. La bonne demeurait dans la cuisine, où elle dormait aussi la nuit. Je m'approchai de la porte, bien à contre-cœur, et je frappai. Personne ne répondit, mais j'entendais bavarder de l'autre côté.